On a un tout petit problème technique, donc je vais en profiter pour me présenter assez rapidement. Donc moi je suis Nadège Abadi, j'ai 36 ans, donc comme on m'a présenté, donc je suis originellement photographe. J'ai fait l'ENS Louis Lumière, j'en suis sortie il y a une dizaine d'années dans la section photographie. Et il se trouve que mon travail de fin d'études dans la section photographie de Louis Lumière, c'était un film, un court-métrage, qui s'appelle 32 boulevard de Magenta, qui est un documentaire et qui a tourné dans plus d'une cinquantaine de festivals à l'international et en France, qui a été primé et qui m'a un peu, on va dire, mis le pied à l'étrier, enfin je me le suis mis à moi-même, pour faire du cinéma. Donc on va dire qu'originellement je suis photographe, je le suis toujours, on va dire que, enfin je vous expliquerai après, puis on pourra en parler après, si vous le souhaitez, mais j'en vis. Et donc je suis réalisatrice de documentaires depuis à peu près une dizaine d'années, donc c'est des documentaires de création. Et il se trouve aussi que je suis autrice, donc j'écris, je suis publiée. Et je vais vous montrer assez rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, 3 de mes travaux et la manière en fait dont j'ai travaillé. En fait, mes 3 travaux que je vais vous montrer commencent toujours par un travail photographique. On va dire que c'est un peu une phase préparatoire de ma démarche globale. Ensuite, c'est publié. Donc j'ai été publiée, vous verrez, aux éditions La Martinière ou aux éditions d'Amba à Lausanne et dernièrement chez Flammarion. Et pour finir, je fais toujours un film. Voilà, pour vous dire aussi un peu, parce que vous êtes étudiant. Donc moi j'ai fait Louis Lumière, mais avant de faire Louis Lumière, j'ai fait un bac scientifique. Ensuite j'ai fait Hippocagne-Cagne à la Canale, donc absolument pas pour préparer Normal Sup ou quoi que ce soit, mais vraiment pour faire mes humanités et pour respirer après une première et une terminale scientifique. Ensuite, j'ai fait une 3e année de licence de philosophie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dont j'ai été diplômée. Et grâce à quelques mois de grève, j'ai pu préparer tranquillement le concours d'entrée à l'ENS Louis Lumière et j'ai été prise. Et puis j'y ai fait 3 ans et puis je suis sortie, j'ai commencé à travailler. Voilà, je sais que pendant très longtemps, quand je mentionnais mon parcours, on me disait « Ah mais t'as vraiment pas su… tu savais pas vraiment ce que tu voulais faire, tu es parti un peu dans tous les sens. » Non, 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 absolument pas. C'était assez réfléchi et en fait, je faisais un peu mon marché parce que je pense que c'est ce qui fait la richesse aussi des parcours et après des pratiques. Et je trouve que c'est ce qui me démarque aussi parce qu'après, quand on est dans une école, donc comme la vôtre ou comme Louis Lumière par exemple, on a tous la même formation. Et donc, ce qui nous démarque, c'est ce qu'on a fait avant, c'est ce qu'on fait en parallèle et puis c'est ce qu'on fait après. Voilà, en gros une présentation assez rapide. Et puis j'ai été aussi un peu cancre. J'ai séché beaucoup de cours quand j'étais en Hippocagne-Cagne pour aller à des cours en auditrice libre à l'école du Louvre pour suivre les cours d'histoire de la photo de Michel Friseau, enfin tout ça. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'a nourrie. J'ai fait aussi un petit… séjour au Caméra Club d'Orsay Faculté, enfin voilà, j'ai fait ma tambouille et ce qui fait que je fais des films aujourd'hui, j'écris des livres et c'est ok. Et je continue à travailler en photographie. Ben, vous aurez que des photos et ma parole, mais si jamais il y en a que ça intéresse, je pourrais vous envoyer quelques liens. Donc rapidement, donc je vais vous présenter trois travaux. Le premier, donc je commencerai toujours par le travail photographique, comme je vous disais, qui est vraiment une phase préparatoire de mes recherches et de mon travail. Donc j'ai fait partie de 2014 à 2017 d'une mission photographique, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais qui s'appelle La France vue d'ici, qui a été menée par Mediapart et Images Singulières pendant à peu près 3 ans. Et en fait, il y avait des phases de sélection tous les 6 mois et j'ai fait partie de la première vague de photographes sélectionnés. Donc on a été 25 photographes et 4 journalistes à travailler pendant 3 ans, un peu partout en France, sur des sujets que nous avions proposés. Et pour vous dire un peu la genèse de ce projet, donc c'est Gilles Favier d'Images Singulières et Sophie Dufaux de Mediapart qui ont voulu prendre le contrepoint de ce qu'avait fait Raymond Depardon,
quelques mois avant, à peu près ouais, un an avant, qui avait raflé toutes les subventions publiques et qui avait parcouru la France en camping-car avec sa chambre 20-25 pour photographier principalement des routes et des ronds-points. Et donc la France du D'ici voulait prendre le contre-pied et travailler d'un point de vue social. Voilà. Donc moi, j'ai intégré cette mission photographique, donc comme je vous disais, dès le tout début, en 2014, et j'ai travaillé sur 3 choix de vie chez les jeunes, qui, pour moi, me semblaient désuets par rapport à notre époque. Donc la faute est volontaire, hein, c'est un glissement sémantique de langage. Donc j'ai travaillé sur, je le précise parce que parfois on m'a posé des questions, donc sur ceux qui s'engagent dans l'armée de terre, donc c'est le volet Le Choix Sébastien, ceux qui s'installent en tant que paysans, donc Le Choix à Bérengère, et ceux qui intègrent des séminaires pour devenir prêtres, donc c'est Le Choix à Jean. Donc je suis partie de, comme toujours, on va dire de moi, qui suis athée, parisienne et on va dire antimilitariste. Et donc justement, pour aller me confronter aux jeunes qui étaient un petit peu plus jeunes que moi, mais pas de beaucoup, donc il y avait entre 20 et 30 ans, plutôt entre 20 et 25, et qui souhaitaient faire ces choix de vie. Donc j'ai parcouru la France. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais j'ai fréquenté pas mal de CIRFA, qui sont les centres d'information et de recrutement des forces armées, un peu partout en France. Il se trouve que j'ai suivi ces jeunes. Donc ça, c'est Grégoire qui était au fort de Vincennes, enfin au CIRFA de Vincennes. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps dans ces lieux-là. Il se trouve aussi que j'ai passé beaucoup de temps à suivre. Le hasard a fait que ça a été une bergère transhumante, donc Bérengère qu'on voit là, on ne voit pas très bien sur l'image, mais elle porte son premier enfant. Elle a accouché dans la montagne, en Haute-Maurienne, pendant la transhumance. Donc il se trouve que j'ai suivi donc 3 couples, parce qu'elle est avec un berger qui s'appelle Justin, 3 couples qui travaillaient avec le vivant. Donc une bergère transhumante, un autre couple qui s'était installé en Poitou-Charentes, qui faisait du lait de chèvre, et un autre jeune couple qui s'était installé en Lorraine et qui reprenait une ferme de vaches laitières bio de 4e génération. Donc je les ai suivis aussi pendant à peu près 3 ans. Et le 3e volet a été extrêmement compliqué à faire, parce qu'en fait au tout début, donc moi ce qui m'intéressait vraiment c'était les choix et comment est-ce que ces jeunes s'engageaient dans ces voies-là, et en fait ce qui m'intéressait c'était ce qu'on appelle l'année propédeutique quand on veut entrer au séminaire, c'est-à-dire c'est une année un peu tampon, et en fait les jeunes hommes prennent le temps de savoir si oui ou non ils veulent faire 9 années d'études pour à la fin être ordonnés prêtres. Et on m'a refusé, on m'a fait poireauter, on m'a refusé l'accès à ces centres. Et voilà, pour vous la faire courte, j'ai mis à peu près 2 ans et demi pour avoir accès à 2 séminaires pour faire des photos au cours de, à chaque fois, 2 journées. Alors que ça avait été beaucoup plus facile de traiter avec l'armée de terre et évidemment avec les couples de jeunes paysans. Voilà, et donc pour vous dire, parce que c'est vraiment la manière dont je travaille, je pense, qui peut être intéressant pour vous, étudiants et étudiantes. Au cours de mes 3 années en fait de travail, ah oui, juste pour vous dire, donc voilà, je vous disais, ça commence par des photographies. Ça se poursuit par un livre. En l'occurrence, là, on a eu énormément d'expositions partout en France. Il y a eu un livre qui a été publié donc, aux éditions de la Martinière, qui est un ouvrage, c'est le seul ouvrage, mais collectif, dans lequel mon travail s'inscrit, parce que c'était une mission photographique collective. Voilà, et donc, pour vous dire, en fait, le processus de création qui est le mien, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez le photographe Gilles Pérez, qui est un photographe assez connu et qui a photographié pendant la guerre au Liban. En fait, c'est un photojournaliste et à un moment donné dans sa vie, il a assisté à une scène. C'était donc un homme
qui était blessé extrêmement gravement, qui était en train de mourir sur un lit d'hôpital. Et en fait, il devait photographier donc, ce qui se passait dans cet hôpital et suite à une attaque. Voilà, cet homme était en train de mourir sur un lit d'hôpital. Et en fait, il voit cette scène et la fenêtre est ouverte. Et à côté, il y a des gens qui jouent au tennis. Et donc, en tant que photographe, il s'est dit, OK, là, j'ai assisté à l'échec du photojournalisme et de la photographie à traduire la complexité de cette situation, qui est qu'il y a un homme en train de mourir sur un lit d'hôpital à cause d'un conflit, mais il y a des gens qui sont à 100 mètres et qui jouent au tennis. Moi, à mon humble échelle, j'ai assisté à énormément de scènes, donc, comme je vous disais, dans les CIRFA, dans les fermes, au séminaire, dans les couloirs, voilà, en dehors de ces lieux-là, à des scènes qui m'ont donné envie de filmer, parce que voilà, j'ai assisté à l'échec de ce que je pouvais raconter avec, pour seul outil, mon appareil photo. Il faut savoir aussi que, comme je vous disais, j'ai fait quand même, je suis quelqu'un quand même d'assez littéraire, la philosophie, la parole, c'est quelque chose de vraiment très important dans tous mes travaux. Et mes 3 sujets photographiques qui font partie de la France vue d'ici ont des légendes, ou en tout cas j'écrivais beaucoup ce que je voyais, ou en tout cas ce que les personnes disaient, mais qui ne pouvaient pas se traduire autrement que par le texte. Voilà, donc chemin faisant, j'ai commencé à réfléchir à un film, et j'ai commencé à réfléchir au casting, c'est-à-dire pendant que je photographiais, pendant que je rencontrais donc des jeunes et tout, je me disais, est-ce que celui-ci ou celle-là, je pourrais la suivre, voilà. Et tout ça a abouti, je fais vraiment très rapidement, à un premier film. Donc j'avais jamais fait de film, hein. Je vous dis, moi j'ai fait section photographie à l'école Louis Lumière. J'avais fait un documentaire, 32 boulevards de Magenta, que j'avais fait seule, au son, au montage. J'ai appris le montage comme ça, sur Première, avec mes photographies, parce que c'est un film avec de la photographie et de la vidéo. Et je n'avais jamais fabriqué de film jusqu'au Point de Rosée, qui du coup a été coproduit par Karine Rusniewski. À l'époque, c'était De Film en Aiguille, maintenant c'est Go 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 Film et France Télévisions. Donc c'est un documentaire de création qui fait un peu plus d'1 heure. Qu'est-ce que je peux vous dire, ça a été une expérience assez particulière pour moi, parce que d'habitude, quand je photographie, je suis seule. Et là, on était le triple. Donc moi, mon chef opérateur, mon ingé son, ce qui pour moi était énorme. Mais sachant que voilà, mon ingé son a été formé à la FEMIS, mon chef opérateur à Louis Lumière, et moi en fait j'avais une approche très différente d'eux dans le tournage. On pourrait vous en parler plus longuement, mais je vais vraiment aller rapidement. En tout cas, le fait d'être photographe, il faut savoir que je cadrais aussi, on faisait à peu près 50-50. Le fait d'être photographe a été vraiment une force pour ce film, à la fois au tournage et au montage. Voilà, c'est Sophie Mandonnet qui l'a monté, qui est la monteuse de Philippe Faucon, entre autres. Voilà, très, très rapidement, ça a été aussi très compliqué. J'imaginais que faire un film, c'était quelque chose de collectif, ce qui est, mais par exemple, pour travailler avec des institutions aussi verrouillées et compliquées que l'armée de terre, l'Église, encore plus l'Église catholique de France, c'est quand même le summum, je pensais être un peu plus épaulée, et du coup j'ai dû tout me coltiner seule sur ce film, voilà, qui est un premier film tout à fait honnête, voilà, que j'ai fait en 4/3. Donc c'est moi qui l'ai négocié par rapport à France 3, donc je crois qu'il a été diffusé sur d'autres chaînes. Et je sais que par exemple, c'est moi qui voulais absolument le 4/3, qui était là depuis le début, parce qu'il se trouve que je photographie en 4-5 inches très, très régulièrement, et donc je voulais l'équivalent de ce format en film. Et ils me l'ont refusé jusqu'au dernier moment, et voilà, ça a été un bras de fer assez énorme. Et donc,
dans la version qui est diffusée à la télé, le film commence par un carton qui indique que le format et le choix de la réalisatrice, tout ça, parce que c'était pas du 16:9, quoi. Ils avaient peur que les gens pensent que leur télé est déréglée et qu'ils touchent au bouton. Voilà, c'est le mec de France 3 qui dit ça. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le premier travail que j'ai fait. Je propose que je vous montre tout et après, si vous avez des questions, je garde 5-10 minutes pour que vous puissiez me les poser. Voilà, j'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais juste sur vraiment le processus de travail, de rencontre, d'écriture, vraiment, parce qu'après, écrire un film, faire des photographies, participer, bon là c'est un ouvrage collectif, mais avec les autres vous allez voir, enfin voilà, tout ça mûrit vraiment la manière dont j'ai envie de raconter les choses. Voilà. Alors ensuite, donc un deuxième travail qui s'appelle Silence d'exil, qui encore une fois a commencé par des ateliers d'écriture et de photographie que j'ai fait avec une amie écrivaine qui s'appelle Marina Skalova. On a fait ça en Suisse. Vraiment, je n'étais jamais allée en Suisse, c'est le plus pur des hasards. Marina a terminé une formation d'études littéraires à Bienne et il se trouve qu'on a créé une association là-bas, qu'on a eu des subventions et qu'on a commencé à travailler donc avec des personnes au parcours de migration et on leur proposait des ateliers de photographie et d'écriture. On a fait ça à Genève, à Bienne et à Fontaine-Melon, qui est dans le canton de Neuchâtel, pendant donc plusieurs années. Donc moi, je faisais les allers-retours entre Paris et la Suisse. Marina a organisé les ateliers d'écriture. Donc c'était évidemment sur la forme du volontariat, c'est-à-dire qu'on n'a jamais forcé qui que ce soit à participer à ces ateliers. Et il y avait un côté un peu plus ludique avec les ateliers de photographie. Pardon, j'avais pas vu qu'il y avait la petite souris. Voilà, par exemple, au début, on a été assez mal à l'aise, parce que Marina, donc elle est née en Russie, elle a transité par l'Allemagne, ensuite la France, elle est retournée en Allemagne, la Suisse, voilà, elle a un parcours de migration et un rapport à la langue qui est ancré, qui est dans sa chair. Moi, beaucoup moins. Et en fait, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait à proposer des ateliers d'écriture et de photographie à des gens qui sont en attente, qui du coup ont des histoires horribles, qui sont là et qui ne veulent que des papiers, qui ne veulent qu'un rapatriement familial, qui ne veulent, qui veulent oublier ce qui s'est passé, qui veulent être tranquilles. Et nous, on arrive là avec nos cahiers, nos stylos, nos dictaphones à enregistrer, nos appareils photo à prendre en photo. Et on s'est senti au début un peu mal à l'aise. Ça a été immédiatement évacué parce que, donc en Suisse, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a des systèmes de permis. C'est pas mieux ou moins bien que la France, c'est différent, mais c'est... Et en fait, ils sont obligés, donc comme en France, de raconter d'où ils viennent, leur récit et tout. Et là, en fait, on leur offrait un espace de parole qu'ils n'avaient nulle part ailleurs. Et en fait, on organisait donc ces moments-là. Donc au début, on s'est posé la question, est-ce qu'il fallait un interprète, une interprète? Ça a été aussi très rapidement évacué comme question parce qu'on était toutes les deux, donc on n'était pas du tout préparés. On a fait ça de façon... Enfin, avec le recul, c'était... Voilà. Il eût fallu qu'on soit préparés, psychologiquement, à ce qu'on allait nous dire et ce qu'on allait nous raconter. Parce qu'en fait, ils étaient très heureux, et elles étaient très heureuses d'avoir cet espace pour dire ce qui s'était passé, voilà, leurs rêves, leurs cauchemars, leurs mauvais rêves, tout ça. Et donc, on a eu parfois jusqu'à 11 langues différentes, et ce n'était pas possible d'avoir un interprète pour le farsi, un autre pour le tigrinya, pour l'arabe, voilà. Donc, en fait, on a travaillé donc, à deux, avec parfois 11 langues, avec parfois des jeunes filles qui avaient 13 ans et demi et des hommes qui en avaient 45 ou 50, tout ça dans des petits espaces. Et pour vous dire, tout s'est très bien passé. Et voilà, vraiment tout ça pour... je parle vraiment très très rapidement. On a beaucoup travaillé à l'oral aussi, parce qu'en fait, l'écrit, c'est très compliqué. Donc on a beaucoup travaillé avec l'oral. On a fait... on alternait entre les ateliers d'écriture, des ateliers de photographie, et puis ça se mêlait.
Et ce travail-là, en fait, a été itinérant un peu en Suisse. Il a aussi été montré dans le Jura, en France. Puis il y a d'autres dates qui sont prévues. Donc c'était une exposition qui était itinérante. Et au fur et à mesure qu'on faisait des ateliers, l'exposition était agrémentée d'images, de sons, de textes collectifs. Voilà, qui sont, à mon sens, évidemment que l'écrit de Marina est magnifique, les textes collectifs sont poignants. Voilà, donc 2 portraits et encore une fois, on a fait un livre donc, qui a été publié aux éditions d'en bas, donc, qui est le récit de Marina. Il y a des photos, il y a des écrits des participants, des participantes. Il y a des photographies qui ont été prises par des participants, par des participantes, par moi. Voilà, donc tout ça a fait l'objet de ce livre qui est sorti donc il y a un peu plus de 4 ans. Encore une fois, au cours de tous ces ateliers que j'ai faits, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Béchar, qui est un Kurde d'Irak, qui a quitté, qui est né en 78. Donc je l'ai rencontré parce qu'il venait régulièrement aux ateliers qu'on proposait à Genève. Et je me suis liée d'amitié avec lui. Donc il est né en 78 au Kurdistan irakien, à Dohuk. Et il a connu donc la guerre Iran-Irak, la première guerre du Golfe, la deuxième guerre du Golfe, le régime de Saddam Hussein. Il est kurde, donc il vient du Kurdistan. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et puis l'arrivée de Daesh en 2014. Et en fait, il se trouve qu'il a une jambe qui est morte, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne plus parce qu'à 3 ans, il a mal été soigné, et puis les hôpitaux étaient assez inaccessibles, et donc il a la patte qui traîne, il a une démarche extrêmement particulière. Il fume comme un pompier, il a les dents pourries, bref. Et quand Daesh est arrivé à 40 km de son village, il a été menacé, il tenait une espèce de petit magasin d'électroménager. Et il a fait le choix de partir. Donc, c'est quand ils ont proclamé le califat à 40 km de chez lui. Et il a fait le choix de partir sans prévenir personne. Donc sans prévenir sa femme, ses enfants, donc son petit garçon de 3 ans à l'époque, sa fille de 6 ans, ses parents. Et il est parti seul. Donc il a fait le chemin typique du migrant, et voilà, il est arrivé en Suisse parce qu'il avait un obscur cousin à Fribourg, voilà. Et parce que quand il a pris le train entre Milan et Genève, il a fait semblant de dormir, et un contrôleur a bien voulu ne pas le contrôler. Donc il est arrivé à Genève le 14 août 2014, pensant qu'il allait pouvoir faire venir sa famille. Donc je l'ai rencontré 2 ans après, en 2016, quand on a commencé les ateliers d'écriture et de photographie. Et il venait de s'installer, donc ça faisait 2 ans qu'il était dans un foyer. Donc là, on venait de lui offrir l'accès à un studio de 17 mètres carrés. On lui donnait gracieusement 490 francs suisses, sachant que le salaire moyen à Genève, c'est 5000 francs suisses. Et il attendait donc de faire venir sa famille à Genève, sachant qu'il avait un permis F, c'est-à-dire c'est un permis qui est renouvelable tous les ans, donc qui vous condamne à une vie en pointillé, parce qu'en fait vous pouvez être expulsé du jour au lendemain. Et j'ai eu envie de faire un film, donc je l'ai photographié pour Silence d'exil. Je me suis entretenue avec lui. Au début, bêtement, je pensais que, comme moi, il parlait anglais. Et ben non. Donc on s'est vu régulièrement, parallèlement en fait au travail que je faisais avec Marina un peu partout en Suisse. Je l'ai vu de façon
plus régulière. Lui apprenait le français. Moi, j'apprenais à comprendre tout ce que je viens de vous raconter, que j'ai compris du coup au fur et à mesure de notre relation, du coup, qui s'est tissée au cours de ces 8 dernières années. Et puis je le filmais chez lui, voilà, sans vraiment savoir ce que j'allais faire de ça. Et j'en ai fait un film donc qui s'appelle Béchar. J'ai mis 7 ans à le faire, c'est un court métrage qui dure à peu près 25 minutes et qui a fait sa première en compétition internationale au Festival de Belfort il y a quelques mois. Que vous dire Bah oui, j'adorerais. Je peux vous donner un lien. Je pourrais faire suivre un lien. Que vous dire J'ai beaucoup filmé pendant 7 ans et il se trouve que dans le film, j'ai beaucoup filmé. Par exemple, on a eu la contribution financière. Donc j'ai changé de production entre-temps. Je travaille avec Alice Bloch, qui est chez Marianne Productions, qui est une productrice qui fait que de la fiction. Elle a fait Le Ravissement et Les Héroïques récemment, et avec Céline Loiseau de TS Productions qui fait que du docu. Donc ça, c'était une volonté de ma part, après avoir fait un premier film documentaire, donc Le Point de Rosée, c'était de travailler avec des gens qui font à la fois de la fiction et du documentaire, parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Et donc, j'ai mis 7 ans à le pondre, à accoucher de ce film. Donc on a eu la contribution financière qui nous a permis de financer ce film. Il faut savoir, par exemple, je pense que c'est important de vous le dire, c'était un film très bavard. C'était un film où Béchar parlait en kurde et il racontait son histoire, que je vous ai racontée assez rapidement. Au final, c'est un film qui fait 25 minutes et qui est muet, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune parole. Il y a un carton au début et un carton à la fin, qui est une citation d'une poétesse qui s'appelle Camille Prudhomme, une Québécoise. Voilà, je vous invite à lire son recueil. Voilà, donc pour vous dire que, encore une fois, au cours de ces 7 années, avec à la fois le travail photographique, le travail, on va dire, éditorial que j'ai fait avec Marina, en fait, tout ça fait mûrir le projet. Et je pense, par exemple, que si j'avais fait le film il y a 4 ans, quand j'étais en plein dans le livre, tout ça, ça n'aurait pas du tout été le même film. Et là, c'est un film qui est très radical. Je crois qu'il doit y avoir 8 plans dans le film. Je n'ai utilisé de ce que j'ai filmé ces 7 dernières années que le premier plan, le tout premier plan que j'ai filmé de lui au bord du lac à Genève. Et après, tout le reste du film a été extrêmement mis en scène chez lui au cours d'une dernière session de tournage réalisée il y a un an et demi à peu près. Voilà, c'était un film assez compliqué parce qu'en fait, il ne se passe rien. Parce que cet homme devient fou d'attendre, parce que ça fait 10 ans, oui, peut-être que j'ai oublié de vous le dire, mais ça fait 10 ans qu'il attend de faire venir sa famille, et en fait, elle ne vient pas parce que la Suisse ne considère pas le Kurdistan d'Irak comme une zone de conflit au même titre que l'Érythrée ou la Syrie. Et donc, en fait, il attend en vain de faire venir ses enfants qui, du coup, ont désormais 13 et 16 ans, bientôt 14 et 17. Il faut savoir aussi qu'à partir de 18 ans, il n'y a plus de rapatriement familial parce qu'on devient majeur. Et donc, voilà, donc c'était un film assez compliqué parce que... au cours de ces 7 années, moi, j'ai grandi. Moi, j'arrêtais pas de faire des allers-retours. Je franchissais la frontière franco-suisse sans aucun problème. J'ai eu des enfants. Voilà, j'ai pleuré, j'ai bougé dans ma vie. Et vraiment, Béchar, depuis 10 ans, ne bouge pas. Donc, c'était vraiment un film qui était assez compliqué à faire. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, parce que ça traverse un peu tout mon travail. Voilà, j'adore Georges Perec, l'infraordinaire, tout ça, de regarder le banal, ce qui revient tous les jours, ce qu'on n'arrive même plus à voir tellement c'est évident. Voilà, le bruit de fond. Donc c'est un film, on va dire que c'est un film qui parle entre autres de ça. Voilà, donc ça c'était le deuxième projet.
donc Silence d'exil et Béchard. Et là, mon dernier projet, qui a commencé encore une fois par des photographies, par un travail photographique que j'ai entamé en 2017. Donc je travaille aussi parallèlement, enfin voilà, quand on veut en vivre, on fait tout en même temps. J'ai eu une bourse de la région Île-de-France, c'était la première. Je vous dis parce que c'est intéressant quand même. Ça s'appelle Forte, voilà, c'était pour les moins de 30 ans. Et du coup, j'ai pu commencer à travailler donc sur un sujet qui m'intéressait, mais je ne savais pas trop. Je voulais travailler sur les femmes depuis très longtemps, en fait. Depuis que j'étais sortie de Lumière, je savais que je voulais travailler sur les femmes, mais je ne savais pas comment, quel angle, les jeunes, les vieilles, tout le monde. Vraiment, je ne savais pas du tout. Il se trouve que, vu que j'étais photographe, une fois, j'ai fait un reportage dans un foyer de jeunes filles qui est boulevard des Filles du Calvaire, hein, ça ne s'invente pas. Qui s'appelle Le Fit, donc c'est une femme, un toit. Et ça recueille des femmes, il y a à peu près 60 lits, ça recueille des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Et ça les aide à aller mieux. Et donc voilà, je travaillais pour Le Monde là-bas. Et il se trouve que j'ai parlé donc, avec ces jeunes filles qui avaient une vingtaine d'années. Et elles étaient toutes, elles ignoraient un peu l'émergence des droits des femmes. Elles avaient, évidemment, elles avaient un parcours qui était plus que chaotique à chaque fois, mais il y avait une espèce de, voilà, bon, bah, c'est comme ça, on va faire avec. Donc d'un côté, j'avais ça. On avait beaucoup, beaucoup discuté, et donc je me disais qu'il y avait des lacunes parfois, voilà, et que c'était bien de remettre un peu les pendules à l'heure, ou en tout cas de dire d'où ça venait, comment c'était venu jusque-là. Et d'un autre côté, bah, j'ai mes deux grands-mères qui sont nées à la fin des années 20, au début des années 30. Et moi, en tant que femme, je n'ai pas appris l'histoire des femmes à l'école, je n'ai pas appris tout ça à la fac, mais j'ai appris en écoutant l'histoire de mes grands-mères, racontée aussi par mes grands-pères, en parlant. Voilà, il y avait une forme de transmission orale à travers laquelle j'ai pris conscience de la fragilité de mes droits, pardon, et deux, du fait que ça n'avait pas toujours été comme ça pour tout le monde. Et donc j'avais ça, et donc je me suis dit, oh bah, et si j'allais à la rencontre de femmes qui ont à peu près le même âge que mes grands-mères, en tout cas qui sont nées dans les années 20, un peu partout en France, qui ont vécu la majorité de leur vie en France, qui ne sont pas forcément nées en France, et qui n'ont pas souvent pris la parole, soit par éducation, par pudeur ou par manque d'occasion. Et si j'allais m'entretenir avec elles, qu'elles me racontaient leur vie, et si je les prenais en photo. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le tout début de Quand ça germe dans la tête de Nadège Abadi. Voilà, donc je fais ça en 2017, en 2018. Donc moi, je suis j'aime bien rencontrer plein de gens. Et donc, en fait, j'ai commencé à en parler autour de moi et tout le monde me disait « Mais tu devrais aller voir une telle machine. Ah, mais j'ai la grand-mère de quelqu'un. Mais va voir la voisine. » Voilà. Donc, en fait, les deux paramètres qui m'intéressaient, c'était que ce soit des femmes et qu'elles soient nées dans les années 20. J'ai rencontré officiellement à peu près 300 femmes, un peu partout en France. Évidemment pas du tout pas seulement à Paris, donc je suis allée vraiment partout. Il se trouve qu'à un moment donné, quand on travaille sur des cercles comme ça, il y a, on se bute à des limites, donc j'ai également fait des appels à participation dans des quotidiens régionaux. Et ça marche très très bien. Ça marche très bien pour ouvrir justement les cercles et rencontrer des personnes que je n'aurais jamais rencontrées si je n'avais pas fait ça. Après, par exemple, je ne savais pas que La Voix du Nord, c'est le même tirage que Le Parisien. Donc, quand ils ont publié mon appel à participation, ils ont fait un petit encart, un petit article, je ne pouvais plus utiliser mon téléphone. Tellement que j'avais d'appels de femmes. Voilà, donc j'en ai rencontré, voilà, j'ai des carnets entiers, j'ai dû changer de téléphone parce que je ne pouvais plus utiliser mon téléphone parce qu'il sonnait sans arrêt.
enfin toutes les 2-3 minutes, quoi. Voilà, donc j'ai parcouru, je me suis entretenue de façon très très régulière avec beaucoup d'entre elles. Il y en a que je n'ai vu qu'une fois, il y en a que j'ai revu 10 fois. Voilà, et en fait au début, je voulais faire un livre de photographie. Parce que j'en parle très rapidement, mais j'avais quelques images que je tirais en argentique, noir et blanc, et avec lesquelles je travaillais un procédé particulier qui s'appelle le mordansage. Vous pourrez regarder si ça vous intéresse, mais en gros, c'est un tirage argentique qu'on plonge dans un bain mordant et qui décolle les zones très très sombres de l'image, et du coup qui fait ces voiles-là, et après je les ai recolorisées. Enfin, c'est Jordan Lloyd qui est un gars qui colorise les images d'archives, qui a fait ça à Londres. Et donc je voulais faire un livre de photographie. Et en fait, avec tout ce que j'avais... J'aime pas trop le mot récolté, mais avec tout ce qu'on m'avait raconté, je me suis dit que ça valait plus la peine d'écrire un livre et de le publier dans une maison d'édition grand public. C'est aussi Valérie Fougérolles, qui est une curator, ancienne directrice de Paris Photo, qui m'a dit mais en fait, fais pas un livre photo, fais un livre que les gens vont lire. Voilà, donc tout ça pour vous dire que je n'étais pas préparée à publier un livre chez Flammarion quand j'ai commencé à travailler sur ce projet. Et donc, voilà, je suis allée chez Flammarion, et puis je leur ai dit est-ce que ça vous intéresse? Ils ont dit oui. Après, il a fallu l'écrire. Moi, j'avais je ne sais pas combien d'heures d'entretien. Il faut savoir que j'ai tout retranscrit. Parce que c'est comme avec mes films, moi je connais mes rushs par cœur. Et avec avec les millénaires de vie qu'on m'a racontés, je voulais vraiment les ingester, quoi, les ingérer. Ce qui fait qu'après, ça a été plus facile pour moi d'écrire. Donc c'est un livre c'est un livre polyphonique qui fait s'entrecroiser donc une centaine. Donc ça c'est pour la phrase inscrite par Flammarion sur la couverture, mais qui fait s'entrecroiser une centaine de vies. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Au début, il ne devait pas y avoir de photos. Et puis, Flammarion a trouvé que les photos étaient vraiment... Voilà, ça leur plaisait. Donc, il y a 2 livrets, un au début et un à la fin. Et donc, il y a 8 photographies plus la couverture. Il faut savoir que 8 photographies, ça multiplie le coût de production du livre par 4. Voilà, donc c'était une chance. Voilà, donc pour garder un peu le temps pour les questions, donc c'est un livre qui, encore une fois, parce que j'ai rencontré une femme qui fait quasiment l'ouverture du livre, donne lieu à un film qui est en cours de tournage depuis quand même au moins 1 an, qui est du coup encore produit par Alice Bloch et Céline Loiseau, qui est un film sur une fantôme, en tout cas en fait c'est la mère d'une des femmes que j'ai rencontrées, qui s'appelle Rivka, donc que je n'ai pas connue parce qu'elle est morte en 1942 et qu'elle était née en 1900 en Pologne, dans un petit village à 40 km de Varsovie qui s'appelle Bledov. Voilà, et c'est un film qui sera extrêmement différent du Point de Rosée, qui était vraiment mon tout premier film, et de Béchard. C'est un film, c'est Cocteau qui dit que le véritable tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Et je crois que j'ai fait de cette phrase un peu une espèce de fil rouge, parce que Rivka est morte, et donc c'est à travers les vivants, je ne vous en dis pas plus, mais c'est à travers les vivants que je suis en train de réaliser un film d'une certaine manière avec elle. Il est -5. Je suis allée un peu vite, mais j'aime bien répondre aux questions, si vous en avez, et puis voilà, si le cœur vous en dit.
Est-ce qu'il y a des questions? Le micro est là. Je vous invite à lever la main. Merci. Merci. Moi, je reviens sur ce que vous avez dit à un moment. Vous disiez que vous ne faisiez pas la différence entre fiction et documentaire. Et j'aimerais bien savoir pourquoi et quels en sont les détails. Alors, je vais commencer par répondre oui, il y a une différence. Je vous apprends rien. Il y a une différence déjà, de financement. Je veux dire, le documentaire, c'est le parent pauvre du cinéma. Les équipes, quand je dis que moi, quand j'étais 3 au tournage, pour moi, c'était énorme. Par rapport aux équipes de fiction, c'est rien. En fait, moi, je parle plutôt de la manière de concevoir justement comment raconter une histoire. C'est-à-dire que moi, quand je regarde des films de fiction, je trouve que parfois, ça manque de documentaire. Et quand je regarde certains films de documentaire, je trouve que ça manque de fiction. Et en fait, quand je dis que ça se ressemble, c'est un peu provoque. Quand je dis qu'il n'y a pas de distinction, en fait, je pense qu'il devrait y avoir plus de porosité dans la fabrication des films. Et je pense que d'avoir fait des documentaires, puis de faire de la fiction, ou de faire ou l'inverse, c'est quelque chose qui, à mon avis, enrichit le film, quelle que soit sa catégorie. Et en vrai, là, j'ai pas d'exemple, mais je pourrais y réfléchir, et j'ai déjà réfléchi à ça, parce que je dis pas ça que parce que c'est de la provoque. Mais je trouve que dans les films de cinéastes qui ont fait des documentaires avant, en fait, ça se sent dans leur fiction, par exemple. Quand on prend, je sais pas, Varda, par exemple, bah, ça se voit. Et en fait, je disais ça parce que dans la fabrication, un exemple très concret, donc mon chef opérateur, lui, il fait beaucoup de fiction. Et quand on tourne, il me dit mais tu veux pas qu'on fasse ce plan-là ou ce plan-là, ça pourrait te faire un plan de coupe ou ça. Et moi, je n'en ai rien à faire de ça. Je n'en ai rien à faire. Et donc, évidemment que moi, je ne pense pas montage au moment du tournage. Je regarde ce qui se passe et c'est ça qui m'intéresse. Et en vrai, à la fin, on arrivera à monter un film avec ce qu'on aura tourné. Par exemple, j'ai parlé avec d'autres personnes et je suis en train de diriger un mémoire, et notamment la partie pratique d'une jeune femme qui est en section cinéma à Louis Lumière. Et elle me dit, bah, pour ça, je voudrais tourner à 2 caméras. Et je ne comprends pas pourquoi il faut tourner 2 caméras, pourquoi il faut 2 caméras pour tourner ça. Et elle non plus, en vrai. Mais par contre, ça la rassure, et ça, je peux comprendre. Mais en vrai, il suffit d'une caméra de regarder ce qu'on a envie de filmer. Et oui, bah, peut-être qu'il y aura un jump cut, peut-être que ça... Mais ça, c'est pas grave, on s'en dépatouillera après. Moi, c'est plus de ce point de vue-là. Et en vrai, ceux qui ont fait du documentaire, et je trouve que dans le documentaire, il y a des formes qui sont incroyablement... c'est pas original, mais en gros, bah, quand il y a le réel et qu'on doit s'adapter au réel, bah, je trouve que ça donne des choses qui sont très intéressantes. Voilà. Et parfois, on se laisse manger par le côté fiction, on va pouvoir un peu tout maîtriser, voilà. Alors que je trouve que la gymnastique au tournage qu'il y a, qui s'injecte forcément après dans la post-production, dans le montage et tout, qui est développée quand on fait du documentaire, elle est très intéressante. Et ben, merci de votre attention.